l'aide médicale à la procréation qui a également bouleversé la manière de se reproduire un peu partout dans le monde, et ça ne fait que commencer. Je peux vous assurer que dans 100 ans, on ne se reproduira plus comme aujourd'hui. La reproduction aura sûrement lieu de manière extra-utérine, dans des couveuses, avec un contrôle des gènes, avec un contrôle genre usine, pour savoir si l'enfant qu'on va mettre au monde a toutes les caractéristiques. Et ça, c'est, je pense, un mécanisme qui est un peu inéluctable. Il faudra beaucoup se battre si on ne veut pas en arriver là. Mais parlons de maintenant et pas de demain. Encore qu'on serait peut-être intéressé de savoir le monde dans lequel vivront nos arrière-petits-enfants. Mais c'est un autre sujet que je n'avais pas prévu d'aborder ce soir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nombre de techniques d'aide médicale à la procréation. En l'espace de 30 ans, l'aide médicale à la procréation est devenue une vraie discipline à part entière, avec ses spécialistes qui font que ça, et même qui se subdivisent. Et dans notre pays, on a des sous-disciplines, les spécialistes des ovocytes, il y a les spécialistes des spermatozoïdes. C'est une discipline avec un travail scientifique de folie, plutôt de bonne qualité dans notre pays. Pour y voir clair, je vous propose de séparer ces méthodes d'aide médicale à la procréation en 4 niveaux techniques qui sont aussi des niveaux éthiques. C'est-à-dire que plus on monte dans les étages, plus ça va devenir compliqué techniquement, mais aussi compliqué éthiquement. Donc à chaque étage, je vais me pencher sur le côté jardin pour voir pourquoi on a fait ces techniques, mais on ne va pas rester du côté jardin, on va se tourner vers le côté cour pour regarder à chaque étage ce que ça veut dire pour la société française, cette technique-là. Au premier étage, il y a toutes les techniques d'insémination artificielle, de fécondation in vitro, dont vous entendez tous parler, qui permettent à un couple hétérosexuel qui ne voit pas d'enfant venir, d'en avoir quand même. Quand j'étais jeune, une femme qui avait fait 2 grossesses extra-utérines, une de chaque côté, on lui disait « Au revoir madame, c'est terminé ». Aujourd'hui, on fait une fécondation in vitro, elle a 50% de chances d'être enceinte à chaque tentative. La fécondation in vitro vient remplacer les trompes qui sont abîmées, et c'est ce qu'on demande à la médecine, de suppléer des fonctions défaillantes. Du côté jardin, les roses sont roses. La médecine vient permettre à des couples d'avoir des enfants, là où autrefois, ils ne pouvaient plus en avoir. Je vous avais dit qu'on ne restait pas du côté jardin, tournons-nous du côté cour. Quels sont les effets néfastes déjà à ce premier niveau? Premier effet néfaste, l'augmentation de l'âge des grossesses. Quand on entend à la radio qu'il y a une Portugaise de 67 ans qui vient de mettre au monde des jumeaux, on dit, Madame Michu, elle dit « Oh, ça c'est pas bien, hein, c'est une bavure médicale ». Mais en même temps, elle dit « Tu vois, les médecins, ils peuvent tout ». Et donc, plus personne ne se rend compte que toutes ces grossesses extrêmement tardives ne sont pas obtenues avec les ovules de la femme, mais avec des ovules achetés à une donneuse. Je vois des femmes de 50 ans venir me dire « Je viens de refaire ma vie, il n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et donc, c'est quelque chose qui ne nous arrivait pas il y a une dizaine d'années et qui nous arrive aujourd'hui. Grâce à l'aide médicale à la procréation, les gens imaginent que nous pouvons réparer les méfaits de l'âge en matière de fécondité. Or, c'est faux. Si on prend 100 femmes de 30 ans et qu'on les met dans 100 lits avec 100 hommes d'accord de leur faire un enfant, et qu'on regarde 4 ans plus tard le résultat, 91 d'entre elles ont un enfant, et les 9 qui restent, il y en a 4 qui ont rattrapé la chose avec la fécondation in vitro et 5 qui resteront sans enfant. Si on fait la même expérience à 40 ans, 100 femmes de 40 ans, on regarde 4 ans plus tard. Il y en a 56 qui ont eu un enfant, et parmi les 44 autres, il y en a 7 qui vont rattraper les choses avec l'aide médicale à la procréation, et les autres resteront sans enfant.
L'aide médicale à la procréation ne rattrape pas le déficit de fécondité lié à l'âge, le grand public ne le sait pas. Deuxième conséquence négative, l'augmentation des jumeaux. Si vous dites à une femme qui attend un enfant depuis 10 ans, bonne nouvelle, vous êtes enceinte et c'est des jumeaux, elle vous embrasse sur les 2 joues. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que quand on met au monde un singleton, il a 6 pour 1000 de risque d'avoir une anomalie cérébrale. Si on met en monde des jumeaux, c'est 16 pour 1000 par jumeau. Et pour les triplés, c'est 66 pour 1000 par triplé. Ce n'est pas une bonne nouvelle d'échanger la souffrance de la stérilité contre la souffrance d'avoir des prématurés dans des boîtes. Et les néonatologues, et je vois Sophie Couder qui est là, savent bien que le handicap d'origine cérébrale n'a fait qu'augmenter ces derniers temps. Non pas que les pédiatres soient plus mauvais, mais c'est qu'on leur a fourni beaucoup plus de prématurés à réanimer et qu'une partie de ces prématurés, la moitié, proviennent des miracles de la procréation assistée. Et puis il y a une autre circonstance éthique qui, moi, me gêne. Voyez-vous, je ne suis pas connecté à un système religieux, mais pourtant, quand je vois un embryon sous le microscope, un embryon humain, j'ai une émotion, même au bout de toutes ces années. C'est un plan, on ne le voit même pas à l'œil nu, mais quel plan? Il y a des moments où la transcendance se manifeste par une image. Je vous invite dans les laboratoires où je travaille, on peut le voir sur la télé, l'embryon humain, 4 cellules. Je ne confonds pas le plan de la ville avec la ville. Mais nous avons plus de 10 000 embryons congelés dans mon service, dont la moitié des parents ne répondent plus à l'adresse indiquée. D'ailleurs, ils ne se souviennent même plus qu'ils ont des embryons congelés chez nous. En général, ils sont séparés, ou il y en a un qui est mort. Ou... Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ces embryons? Alors, l'État nous dit, jetez-les. Ben, je vais vous dire, on n'en a jeté aucun. On ne peut pas. Pas qu'on soit religieux ou machin truc, on ne peut pas. Je peux jeter des spermatozoïdes. D'ailleurs, ils s'en jettent tous les jours beaucoup. Je peux jeter des ovules. Déjà un peu moins. Mais spermatozoïdes et ovules, ce sont des objets. Et les embryons, c'est des êtres humains. Ce n'est pas des castors. C'est des êtres humains. Certes, ce n'est pas des sujets avec tous les droits de la personne. N'oubliez pas que ce n'est même pas des individus parce que s'ils se divisent en deux, ça donne 2 personnes. Donc, ce n'est pas des individus. Mais ils ont une dignité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, qu'on ne peut pas les mettre sur le marché, on ne peut pas en faire des produits cosmétiques, on ne peut pas faire de la recherche n'importe comment dessus. Et ça me paraît extrêmement important. Eh bien, on a une usine de fabrication des embryons humains dans notre pays avec une porte de sortie extrêmement faible. On ne sait pas comment faire pour épuiser les stocks. Alors, il y a des pays comme l'Italie qui ont interdit la congélation des embryons. Ça donne quoi? Une catastrophe. Parce que les médecins, quand ils ont plusieurs embryons, ben, ils les mettent tous dans l'utérus. Pour ne pas les jeter. Vous voyez la catastrophe que ça peut nous dire. Donc, c'est pas simple, le sujet n'est pas simple, mais ce que je dis, c'est que déjà à ce premier niveau, il y a un problème éthique qui n'est pas simple à régler, qui est le problème des embryons surnuméraires. Enfin, toujours à ce premier niveau, il y a les conséquences médicales de toutes ces techniques. On sait maintenant que les traitements hormonaux faits à répétition sur des femmes, parce que ça ne marche pas et ça ne marche pas et ça ne marche pas, augmentent, certes très peu, mais augmentent les cancers hormonodépendants, seins et ovaires. On sait que ces traitements ne sont pas anodins. Donc voilà déjà au premier étage, côté court, une galaxie de problèmes qui sont moyennement sympathiques. Je vous propose de monter au premier étage, qui est beaucoup plus intéressant du point de vue de la complexité éthique. Au premier étage habitent des couples dont l'un n'a pas de gamètes, pas de spermatozoïdes, ou pas d'ovules, ou pas des deux. Le don de sperme a été à l'origine de 70 000 Français qui sont peut-être parmi nous, certains d'entre eux.
ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le don de sperme, 70 000 personnes vivent grâce au don de sperme dans notre pays. Le don d'ovule, également, est une technique qui permet à une femme qui a une ménopause précoce de ne pas en payer le prix, c'est-à-dire impossibilité de constituer une famille. Donc personnellement, je suis extrêmement favorable à toutes ces formes de dons, que ce soit du don d'organes ou du don de gamètes. Mais il y a un mais. Nous nous sommes affublés d'une loi qui compare le don de gamètes au don de sang. D'ailleurs, cette loi, elle a été faite par un transfuseur, un homme très honorable demeurant, qui est encore vivant, Georges David, qui était un transfuseur, qui a créé la première banque de sperme. Et les chartes et la règle éthique de la transfusion a été transposée au don de sperme. Sauf que dans une transfusion, il y a un donneur et un receveur, alors que dans un don de sperme, il y a un donneur, un receveur et un petit. Et aujourd'hui, il y a les petits qui sont devenus grands, qui ont une quarantaine d'années, 50 ans même, certains d'entre eux, les premiers, qui viennent nous dire « Derrière cette porte, il y a le nom de celui qui, 40 ans auparavant, est venu donner son sperme. Je vais aller boire une bière avec lui. C'est pas mon papa. J'ai un papa d'amour fantastique. Mais je veux savoir pourquoi ce type-là, ce jour-là, est allé donner du sperme. Et je veux voir la tête qu'il a et qu'est-ce qu'il fait comme métier et quelle est sa vie. » À l'ère de la transparence en médecine, alors que je n'ai pas le droit de ne pas donner toutes les informations à une patiente sur son cancer, jusque dans le moindre détail, là, je suis le gardien d'un coffre-fort avec des jeunes qui, de plus en plus fort, nous disent « Mais qui me dit que je ne risque pas d'épouser ma demi-sœur? Est-ce que vous pouvez me garantir ça ?» Ben non, je ne peux pas le garantir. Comment se fait-il que je n'ai aucune information sur, même des informations non identifiantes, sur le donneur? Est-ce qu'il a eu des maladies après? J'ai le droit de savoir ça. Et vous voulez que je vous dise? Je pense qu'ils ont ce droit-là. D'ailleurs, dans tous les pays qui nous entourent, ils l'ont. Et je pense qu'un jour, on va être obligé en France de revenir en arrière, prospectivement, sur l'anonymat du don de gamètes. Mais il y a plus compliqué encore. Récemment, je voyais un homme qui me disait « Vous savez, j'ai donné du sperme il y a 20 ans parce qu'on avait eu du mal à faire un enfant et je me suis aperçu que les banques de sperme en France étaient pauvres et qu'il fallait que je participe. Et maintenant, quand je vais au supermarché sur l'escalator et que je croise ceux qui descendent et que je vois des 20 balais, presque chaque jour, je me dis celui-là, ça doit en être un. Alors, ne riez pas, il a une vraie pathologie. Il est obsédé par le fait de rencontrer des gens qui pourraient être ses enfants biologiques. Ça se produit également avec les enfants issus de ces dons, dont j'ai découvert récemment qu'ils se marient souvent entre eux. Et donc, pour moi, en tant que médecin, j'attache une énorme importance aux résultats de la médecine que je pratique. Et là, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? D'accord, je suis vivant, ok, mais ça ne va pas. Et donc, c'est clair qu'il faudra revoir la loi sur l'anonymat du don de gamètes. Mais à ce premier étage, côté jardin, les roses sont roses, puisque quand on a un homme stérile ou une femme stérile, on peut obtenir des gamètes quand même. Mais tournons-nous vers le côté court. Côté court, ces techniques nous permettent d'une part la conservation des ovules pour une femme qui souhaite les conserver parce qu'elle n'a pas trouvé chaussure à son pied et qu'elle est trop occupée professionnellement pour régler le problème tout de suite et que l'heure tourne et qu'elle en a peur. Mais surtout, ça permet l'homoparentalité et la grossesse pour autrui. Voilà 3 questions énormes qui, chacune d'entre elles, pourrait justifier toute une soirée, voire même plus, car elles agitent la société française et elles l'agitent à juste titre. C'est des questions d'une complexité extrême. Mais je vais quand même vous donner mon avis, histoire de peut-être vous déplacer un tout petit peu de là où vous êtes assis.
Tout d'abord sur la grossesse pour autrui. La dernière patiente qui a accouché dans mon service, portant un enfant pour une autre femme, est une chef d'entreprise qui a voulu porter l'enfant de son employé. Son employé, à 28 ans, a eu une catastrophe obstétricale. L'enfant et la maman ont failli mourir. Et elle, quand elle s'est réveillée, l'enfant, il était mort. Et son utérus était parti. 28 ans, tous les deux le SMIG. Cette femme me téléphone en disant, ben voilà, ce qui est arrivé à mon employé, c'est juste pas possible. Moi, j'ai des grossesses très faciles, je vais tout payer et porter son enfant. Elle l'a fait. Et j'ai passé la visite, j'avais mis les deux femmes dans la même chambre. D'ailleurs, le bébé était au sein de sa mère d'intention. Et la patronne, très fière de ce qu'elle avait fait avec ses deux enfants, qui étaient là d'ailleurs et qui savaient que leur mère avait porté pour autrui, elle me dit, « Dites voir, monsieur le professeur, j'ai entendu que vous allez sur des estrades. Dites-leur bien à tous que la solidarité entre femmes, ça existe, qu'il n'y a pas que l'argent. Dites-leur, parce que moi j'ai tout payé, je suis fier. Le service que je lui ai rendu, il est incommensurable. Je suis une marraine prénatale, une nounou prénatale. Est-ce que ce serait plus honteux d'être une nounou prénatale que d'être une nounou postnatale? Croyez-vous qu'il se passe plus de choses entre un fœtus et la mère qu'il porte qu'entre une nourrice et l'enfant qu'on lui confie? Eh bien, je vais vous dire, de mon point de vue, c'est un acte de solidarité magnifique que nous devrions aider et pas refouler avec la honte du doigt porté sur ces femmes. Shame on you! Comment? Shame! Honneur à cette femme d'avoir rendu un service aussi important que j'assimile au don d'un rein. Don d'un rein entre vivants. Alors, il y a plein d'arguments contre. Je sais que si on libéralisait les choses, ce seraient les femmes pauvres qui porteraient pour les femmes riches. Et d'ailleurs, soyons clairs, comme on a tout interdit, ça a le mérite d'être simple, hein. La France est le pays au monde qui a le plus de GPA, des plus inéthiques possibles. Ce que je vois, c'est récemment une de mes voisines marchande de chaussures qui revient des États-Unis qui me dit « J'ai payé 2 fois plus une blague de San Francisco pour que je n'ai plus rien à lui devoir après. » Moi, je préfère la première solution. Je préfère infiniment que 2 femmes liées par un sentiment d'attachement se rendent ce service-là. Et pour vérifier qu'on n'est pas dans l'exploitation d'une femme par une autre, comité de la parentalité, moitié homme, moitié femme, moitié professionnel, moitié non professionnel, on étudie les demandes et les dossiers, on a 1 an pour le faire, et puis de temps en temps on s'autorise à dire oui, dans le cas que je viens de vous dire. Et puis quand ça ne plaît pas, on dit non. Et puis la décision prise, finalement, est faite par un comité national de la parentalité. On peut faire ça. Le plus simple, c'est de tout interdire. Le plus compliqué, c'est de réfléchir. Et moi, je pense que notre pays s'honorerait à ne pas dire, manière biblique, de GPA, tu ne feras point, de ne pas défiler dans les rues pour dire honte à la GPA, parce qu'il n'y a pas de honte à la GPA. Il y a la honte sur ce que nous faisons aujourd'hui. Pas de GPA dans la devanture, tu as vu, on est clean, hein? Mais alors, dans le backroom, pardon. Il y a tout à attendre de la prohibition comme dérapage. Nous avons complètement dérapé. Ah, on est propre sur nous, hein? Mais pour les plus riches, on va à Londres. Les moins riches, 3 000 €, c'est en Ukraine. Et les moins riches, c'est en Inde. Et en Inde, il y a un Formule 1 plein d'hindous qui portent des petits Français pour 300 €. Alors là, on y est dans ce dérapage-là. Et les mêmes qui le critiquent sont ceux qui le promeuvent. Et donc, asseyons-nous, prenons des risques et mettons en place des moyens, parce qu'une femme qui a perdu son utérus, que ce soit dans un accident obstétrical ou pour un cancer de l'utérus, m'est arrivé tout récemment avec une jeune femme de 30 ans, hystérectomie, je ne peux pas vivre, dit-elle, sans avoir d'enfant, je vais vendre la maison, on va faire une GPA à l'étranger, elle l'a fait.
Elle l'a fait. Mais à l'étranger, ça veut dire quoi? On cherche sur Internet une Française, ça coûte 15 000 €, je vous le dis, c'est trouvé en 2 minutes. Et on l'emmène en Ukraine, ça coûte 3 000 €. Et on revient avec la femme en France pour l'accoucher en France. Et alors là, c'est là que commencent les bricoles. Parce que les magistrats, ils sont dressés comme des cockers pour détecter les femmes qui veulent adopter l'enfant de leur mari. Comment ça se passe? L'homme reconnaît l'enfant en prénatal, la femme abandonne l'enfant après avoir accouché et le donne à son papa. Et quand la mère, qui est en fait même la mère génétique le plus souvent, dit « je veux adopter l'enfant de mon mari », les magistrats dressent les oreilles et disent « oh là là, ça c'est un projet de GPA ». C'est une GPA. Sauf que l'enfant, il est là. Il y a des enfants qui ont 17, 18 ans dans notre pays, qui n'ont encore pas de filiation maternelle et pas de carte d'identité française. On est déjà condamné 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question. Il faudra bien qu'un jour, on ne fasse pas payer les enfants pour les errements de leurs parents. Enfin, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester là. J'espère vous avoir déplacé de vos chaises sur la GPA. Je vais le faire également pour l'homoparentalité, qui est rendue possible par ces techniques. Il n'y a pas si longtemps, je vois un couple d'universitaires strasbourgeoises, ensemble depuis 14 ans et mariés récemment. On a bien réfléchi et on a décidé de faire un enfant. On vient vous voir parce que le centre de PMA ultramoderne qui est juste là en dessous, là chez vous, ben on l'a payé avec nos impôts. Et nous, on est comme un couple où il n'y a pas de sperme. Monsieur le professeur, est-ce que vous recevez des couples où l'un des 2 membres du couple n'a pas de sperme? Ben oui. Vous les aidez, monsieur le professeur? Oui. Pourquoi vous ne nous aidez pas, nous? Parce que je n'ai pas le droit. Pourquoi vous n'avez pas le droit? Eh bien, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de débat parlementaire là-dessus. C'est juste, c'est interdit. C'est interdit. Alors, je les envoie à l'étranger, où il y a tout autour de la France des institutions qui se sont réunies, qui sont pleines de médecins français lassés de nos lois non discutées depuis 25 ans, et qui exercent ce genre de métier autour de nous. Et ça arrange la sécurité sociale qui paye une partie des frais pour des choses qui vont se faire à l'étranger mais qui sont interdites en France. On marche sur la tête, hein? On marche sur la tête. Et donc, pourquoi ça les arrange? Parce qu'ils vont payer que 1 500 € sur une procédure qui est probablement un peu plus chère. Donc, tout ce qui se fait là à l'étranger, c'est tant mieux. Quelle hypocrisie! Et ces 2 femmes universitaires me disent, pensez-vous que nous serions de moins bons parents que des hétérosexuels qui ont fait leur enfant dans une nuit d'ivresse? Ben non, je ne peux pas leur dire ça. La littérature médicale est bien claire là-dessus. Plus de 1000 publications qui étudient les conséquences sur les enfants d'avoir été éduqués par 2 mères ou par 2 pères. Des séries d'enfants de plus de 20 ans à San Francisco. Pas de différence. Tout a été étudié. Le taux de suicide, le taux de psychothérapie, le taux de drogue, le taux d'homosexualité, le même dans la population générale. Tout a été étudié. Moi, je veux bien que la 1001e publication dise le contraire des 1000 premières, mais accordez-moi que c'est fort peu probable. Donc, se cacher derrière son petit doigt qui consiste à dire 2 parents, un papa, une maman, pas un de moins, pas un de plus, c'est fini, car il y a 50 000 enfants qui vivent dans des foyers homoparentaux. Donc lutter contre l'homoparentalité, juste c'est vouloir lutter contre un tsunami. Moi je veux bien, mais moi je suis contre les tsunamis. Je suis contre. Interdisons-les. Il y a 50 000 enfants qui n'ont pas les mêmes droits que les autres enfants et qui n'y peuvent mais des manipulations qu'on a faites pour les faire venir au monde. Et donc pour moi, l'homoparentalité, même pas c'est une question. Ce n'est pas une question. Elle a lieu, elle est présente massivement dans notre pays. Par contre, je suis opposé à l'homofiliation. Je m'explique. Une femme qui me téléphone et qui dit « Je veux savoir si ça vaut le coup que je vienne jusqu'à vous. Voilà, j'ai fait 3 enfants avec mon mari, mais je viens de le quitter et je vis avec ma copine. Je voudrais savoir si vous acceptez de me prendre mes ovules, de les féconder avec un spermatozoïde venu d'ailleurs, du cloud, et de les réimplanter dans ma copine. »
expliquer le meule. Ah, nous avons envie que l'enfant soit un peu de nous deux femmes. Et là, je bloque. Peut-être parce que je suis un homme. Mais cette élision de la paternité réduite à un spermatozoïde, j'aurais pas voulu qu'on me fasse ce coup-là à moi. Qu'on m'expliquât que je viens de deux femmes ou que je viens de deux hommes. Je pense que ça, c'est un mensonge institutionnel. En Californie, l'acte de naissance d'un couple homosexuel pour leur enfant, c'est Father John, Mother Antoine. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je pense qu'il y a un donneur de gamètes. Ce donneur de gamètes doit être connu de l'enfant. L'enfant peut parfaitement accepter ça quand on le lui explique. Et j'estime que l'homoparentalité, juste c'est une bêtise de lutter contre, parce qu'elle est là. Et l'homophiliation, il faut lutter contre, parce que c'est un mensonge à l'enfant. Enfin, dernier point toujours de ce premier étage, c'est la conservation des ovules. Rassurez-vous, on a tout de suite interdit ça dans notre beau pays. L'année dernière, on l'a interdit, mais on a dit aux femmes que si elles acceptaient de donner pour une autre femme, les 5 premiers ovules iraient à une autre femme et ensuite c'était pour elle. Vous vous rendez compte du chantage? 2015, une honte. On aurait dit aux hommes, si tu veux garder ton sperme, il faut en donner à un autre d'abord. On aurait hurlé. Alors, c'est passé au Conseil constitutionnel, validé. Validé. Inégalité devant la loi entre les hommes et les femmes. Vous me direz, on est habitué, mais là, une loi de 2015, moi, ça m'a laissé pantois. Pantois. Alors quoi, les femmes... Récemment, je voyais une speakerine de télé, 32 ans. Elle me dit, écoutez, vous savez, je fais le journal télé. Je suis tout le temps au boulot. Pas de question que j'aille chercher, même pas un copain pour l'instant. C'est une période, ça va passer. Mais j'ai peur. J'ai peur parce que ma mère a eu du mal à m'avoir à 30 ans et ma sœur a eu une ménopause précoce à 25 ans. Vous voulez que je vous dise, la ménopause précoce, elle a un facteur familial. Elle a raison d'avoir peur. Je l'ai envoyée au Canada pour conserver ses ovules. Je l'ai envoyée au Canada. Et par chance, elle a les sous pour le faire. Mais Madame Michu, elle n'a pas les sous pour le faire. Et notre société lui renvoie quoi? Eh bien, la médecine n'est faite que pour aider les cas médicaux. Toi, tu n'es pas un cas médical parce que si tu vas, tu sors, tu trouves un mec, ben, tu peux être enceinte, donc tu n'as qu'à faire comme ça. Et ça, c'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. Et donc, nous devrions tous nous lever en disant, mais on a fait quoi là? Juste pour permettre le don d'ovules qui est complètement en panne dans notre pays parce qu'on l'a décrété gratuit, il n'y a personne qui s'arrête dans mon hôpital le matin qui dit « ce serait pour donner mes ovules », bien ça n'existe pas. Donc, eh bien, on fait du chantage avec les autres femmes. Les riches, elles vont donner leurs ovules. Mais ce n'est pas du sang qu'on donne, c'est des ovules. Et donc, il faudra changer la loi là aussi, et il faudra que l'opinion publique s'en mêle. Parce que l'opinion publique, quand elle change d'avis, les politiques qui sont des calculettes à voix changent d'avis également.